Bonjour Isabelle Laurent. Bonjour Pierre Jacquemin. Merci d'avoir accepté mon invitation. Isabelle, tu es candidate aux élections départementales de la gauche citoyenne et écologique dans le département du Val-de-Marne, mais c'est pas pour ça qu'on t'a invité. Si on t'a invité, c'est parce que tu es médecin chirurgienne. On vient de franchir une nouvelle étape. Plus de masques en extérieur à partir d'aujourd'hui. 10 jours d'avance par rapport à ce qui était annoncé par le gouvernement. Fin du couvre-feu ce dimanche. Ça te paraît être une bonne décision? C'est raisonnable? Écoute, moi je crois que la vie s'impose d'elle-même. À l'évidence, le virus marque le pas. À l'évidence, il y a beaucoup moins de contamination. On a besoin de liberté. Et puis voilà, c'était ouf. Enfin, on se retrouve, on respire. Mais on n'avait pas l'épidémie, la pandémie n'est pas forcément derrière nous. C'est ça que j'allais te demander. C'est quoi les risques qui sont devant nous? Certains parlent d'une 4e vague cet été, voire à l'automne. Comment est-ce qu'on doit se préparer à ce risque et comment on prévient ce risque? Moi, je crois qu'on a deux armes très importantes contre le virus. Première arme, la vaccination. Deuxième arme, le dépistage et le fait d'isoler. Vaccination obligatoire, toi? Alors, je sais bien que c'est un peu politiquement incorrect, mais moi, j'interroge en tout cas très sérieusement la vaccination obligatoire. Je dis pourquoi, parce que je pense que l'affaire de la pandémie n'est pas une affaire individuelle, c'est une affaire d'intérêt général, et ce qui est de l'ordre de l'intérêt général relève de la responsabilité de la puissance publique. Il y a quelque chose qui me gêne maintenant dans l'individualisation des risques. En général, d'abord, on catégorise, il y a le risque de grand âge, le risque de l'alpiniste, voilà, on est tous sur l'individualisation. Moi, je crois que l'histoire de la santé publique, c'est une histoire de responsabilité de la puissance publique. Et quand je dis responsabilité, c'est la responsabilité de convaincre, c'est la responsabilité d'organiser, et c'est la responsabilité d'en assumer les conséquences. Là, en individualisant les risques et en culpabilisant chacun, c'est une société qui n'est pas celle qui me va bien. Moi, je pense que l'intérêt général, c'est quelque chose qui est important dans Et alors, dans ce que tu viens de dire, le pass sanitaire, c'est d'ordre de l'intérêt général aussi? Moi, ce que je pense, c'est que le pass sanitaire, d'abord, il y a toute la question de la gestion des données informatiques, etc., et qui, pour moi, n'est pas une affaire totalement résolue. Et puis, deuxièmement, il y a un truc qui s'appelle le carnet de vaccination. Il y a encore 11 vaccins obligatoires en France. C'est quand même pas un tabou, la vaccination obligatoire. On a des carnets de vaccination, ça va, c'est très bien, ça fonctionne. Et puis, on a même éradiqué la variole comme ça. Je veux dire, voilà. La crise n'est pas encore totalement derrière nous, mais qu'est-ce que tu retiens finalement de cette période que l'on vient de traverser? Qu'est-ce que les Français vont penser de cette année et demie derrière nous, d'alternance entre confinement, couvre-feu, télétravail et autres restrictions? Je pense qu'ils ne vont pas garder un bon souvenir déjà, ça c'est une certitude. Deuxièmement, puisqu'il faut quand même chercher des notes positives, ce que je trouve, c'est qu'on a appris qu'on peut faire quelque chose pour le climat. J'ai pas perdu, moi, de mémoire ce qui s'est passé dans la première vague, où quand tout s'est arrêté, on a vu les animaux revenir dans les rues, etc., la pollution baisser. Et je ne sais plus à combien on estime le nombre de morts évités par baisse de la pollution, plusieurs milliers de morts évités. C'est-à-dire que, on peut agir sur le climat de façon très efficace. Deuxièmement, j'ai pas oublié les solidarités. J'étais très, très marquée, moi, de voir, et la place des femmes. Je trouve que c'est formidable ce qui s'est passé, notamment dans les villes populaires. Moi, j'habite Vitry. Dans les villes populaires, ce qui s'est mis en place, les femmes, les jeunes, et je vais faire tes courses, et je t'appelle, et on organise, je sais pas quoi, la vente de légumes, tout ça. Bon, donc voilà. Après, ça, c'est ce qui fait... On t'a souvent entendu en négatif, on t'a souvent invité dans la médiane où tu nous faisais part de certaines moi, ce qui me met en immense colère, c'est que la pandémie, on sait que statistiquement, il y a une pandémie chaque siècle, grosso modo. On savait aussi tout ce qu'il fallait faire pour éviter la cata, les masques, l'isolement, le dépistage, etc., etc. Et je trouve que quand on reprend ce qui s'était écrit au moment de la grippe aviaire, du risque de grippe aviaire, tous les plans pandémiques permettaient d'être carrément en avance. Or, toute cette politique de baisse des dépenses publiques, de 3%, etc., tous ces poncifs qu'on nous a assénés, on ne peut plus produire en France, il faut dépenser moins, etc., en 10 ans,
la France, qui était quand même le champion du monde du système de santé, on arrive à voir qu'on arrive à vacciner 2 fois moins qu'en Angleterre. C'est quand même à pleurer quand on sait ce que c'est que le système de santé anglais. Toi, tu étais plutôt favorable au zéro Covid en début d'année, quand Emmanuel Macron a fait ce pari justement de ne pas reconfiner le pays. Est-ce qu'on moi je dirais pas ça, parce que ça s'est quand même payé par des centaines de morts quotidiennes. Moi je pense pas ça. Alors, le zéro Covid, c'est un peu un objectif, c'est une philosophie, personne ne pense. Qu'il fallait fermer les écoles, moi je pensais. Oui, mais par exemple sur fermer les écoles, et je me souviens avoir écrit une tribune très tôt sur le sujet dans Regard. Pour moi, fermer les écoles, ça ne veut pas dire enfermer les enfants chez eux. Moi, je pense que c'était même une opportunité pour penser peut-être différemment et le fonctionnement de l'école et même ses missions. Ce qui se passe au Danemark, par exemple, où les mômes, ils allaient faire l'école dans les forêts, dans les parcs, etc. Peut-être que ça aurait été une opportunité de réinterroger c'est quoi la mission de l'école, de former des ânes savants ou de former des êtres heureux, émancipés. Bon, moi, je suis plutôt sur la deuxième option. Et donc, ça, c'est pas obligé de se faire à 30 dans une classe renfermée. Donc, voilà, moi, il y a une chose dont je suis convaincue, c'est qu'il faut dépister massivement, isoler, tracer. Et quand je dis tracer, c'est pas les applications, c'est avoir des gens suffisamment nombreux pour quand quelqu'un est positif, on arrive à remonter les chaînes de contamination, isoler les gens qui ont été contaminés, remonter encore en amont les chaînes de contamination pour casser l'épidémie. Et ça, je crois que ça reste totalement d'actualité. Comment t'expliques la cote de popularité d'Emmanuel Macron, parce qu'il bat des records par rapport à ses prédécesseurs à ce moment précis du quinquennat? Il n'y a pas une forme d'approbation finalement de la stratégie d'Emmanuel Macron dans l'opinion? Je crois pas, moi. Je crois que, bon, d'abord la cote de popularité, moi, je sais pas bien de quoi il s'agit. Ce que je crois, c'est que la cote de popularité, c'est aussi au royaume des aveugles, les bornes sont rois, quoi. C'est qu'est-ce qui rivalise sur, voilà, je veux dire, pour beaucoup de gens, là, la situation est telle qu'il y a le choix entre Le Pen et Macron. Alors c'est sûr que, voilà. Pour moi, il n'y a aucun doute. Personnellement, entre Le Pen et Macron, je choisis Macron. Même si vraiment, je pense que tu as bien compris, je ne suis pas hyper favorable à Macron. Macron s'était engagé à investir dans l'hôpital public. Il avait annoncé des moyens supplémentaires au tout début de la crise sanitaire. Puis il y a eu le Ségur de la santé. Les soignants étaient mobilisés cette semaine à l'appel de la CGT. C'est quoi l'ambiance dans les hôpitaux en ce moment Déjà, moi, je crois qu'il y a énormément de fatigue. Il y a énormément de fatigue. Et puis, il y a, comment dire... Il y a eu toute cette mobilisation très importante avant la pandémie. On ne peut pas dire que les soignants et les hospitaliers n'ont pas prévenu. J'ai en souvenir, en mémoire, cette manifestation où il y avait toutes ces blouses blanches, professeurs y compris, en train d'alerter. Il y a eu des promesses. Puis, quand même, à l'arrivée, les choses n'ont pas tellement changé. Il n'y a pas grand-chose. Et puis, de toute façon... il faut quand même revoir de fond en comble le système. On est dans une pénurie organisée, anticipée depuis 40 ans. En 1985, l'OMS sortait une alerte pour la France en disant si vous continuez avec ce numerus clausus, dans 20 ans, vous serez en pénurie de médecins. Aujourd'hui, c'est toutes les générations, la fin des générations avant la folie du numerus clausus où il fallait plus former de médecins parce que comme si en ayant moins de médecins, on aurait moins de malades, comme si en fermant les garagistes, on aurait moins de pannes de voitures. Cette absurdité fait que maintenant on est au bout du truc, tout le monde part en retraite, les gens trouvent plus de médecins. Et donc il y a évidemment de la souffrance par la quantité de travail, mais aussi par le sens du travail. C'est inacceptable quand on est soignant de ne pas être en moyen de faire le mieux pour chacun des malades. Et il y a une chose qui n'est pas du tout mise sur la table et qui pourtant est une revendication. Et là encore, la première phase a montré que quand on se libère de la bureaucratie, on soigne mieux. Là, on est toujours à un temps médecin de au moins de la moitié du temps de travail à remplir des paperasses. Cette folie des normes, des choses comme ça, là, tout ça n'a pas été remis sur le tapis. Je
te demandais tout à l'heure comment on devait se préparer à la possibilité d'une nouvelle vague de la crise sanitaire dans les semaines à venir. Comment, tu l'as évoqué d'ailleurs, toi-même, tu disais qu'il y avait des épidémies, des pandémies tous les 10 ans qui pouvaient revenir. Comment on doit se préparer? Quelles leçons on doit retenir des épidémies qui vont venir ou qui devraient venir dans les années bon, moi, j'espère qu'il va y avoir un temps de pause. Voilà. Bon, moi, je ne vois pas dans les boules de cristal, donc je ne sais pas ce qui se passera. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à court terme, je le redis, c'est vaccination de masse et dépistage, isolement, etc. Et dans vaccination de masse, il y a la question du brevet, parce qu'il y a la France, mais il y a l'Afrique, etc., etc. Donc, j'insiste pas. Après, sur le long terme, eh bien, évidemment, ça interroge nos modes de vie. Tout simplement, c'est toute la question du réchauffement climatique, des forêts qui reculent, etc. Et puis de l'investissement dans les services publics. La grande leçon quand même, c'est que la solidarité, c'est pas un coût, c'est une chance, c'est un investissement. On vit mieux ensemble quand on est solidaire. Et donc voilà, moi c'est ça que je crois que la meilleure préparation, c'est celle-là. Et d'une certaine manière, d'avoir un hôpital public performant comme il l'était il y a encore... c'était le fleuron du système de santé français qui était le meilleur du monde. Eh bien, c'est l'avenir. Moi, je trouve pas ça ringard. Voilà, moi, je trouve pas ça ringard d'être fonctionnaire. C'est quoi la principale erreur finalement si on regarde la gestion à travers le monde de cette crise sanitaire? Tu viens de l'évoquer, c'est la question des brevets, c'est la question de l'inégal accès aux vaccins, de ne pas avoir considéré qu'il fallait arrêter de se regarder le nombril et de privilégier les vaccins pour les pays du Nord en délaissant les pays du Sud parce que la circulation allait revenir de manière générale. C'est ça la principale erreur? Là maintenant, mais la première principale erreur quand même, c'est quand les Chinois... Parce qu'on dit les Chinois, ils ont passé alertés, etc. Mais quand ils ont fermé une région de 11 millions d'habitants aujourd'hui pour demain, ça aurait dû quand même mettre la puce à l'oreille de tout le monde. Je veux dire, il y a eu quand même un peu l'idée, les Chinois, on les a pas bien pris au sérieux quand même. Je crois qu'il y avait quand même le fait que ce soit un virus respiratoire, etc. Il y avait des indices qui auraient dû être des indices d'alerte. Ça, c'est la première chose. Après, quand il y a eu l'Italie, encore une fois, on a bien rigolé sur le dos des Italiens. Il y a eu toute ce refus. Alors, est-ce que c'est une espèce de déni face à ce qu'on peut comprendre aussi, hein, pour le coup, c'est un peu un sentiment humain de ne pas vouloir anticiper les catastrophes. Donc, est-ce que c'est un déni? Est-ce que c'est un peu de mépris vis-à-vis d'autres peuples? Bon, voilà. Après... les stocks de masse, les délocalisations, etc. Enfin, ça, on l'a dit. Le dépistage, moi, je continue de penser qu'à la fin de la première vague, où on était à moins de 5000 contaminations par jour, il fallait avoir une mise en place industrielle. On a fait quand même de la bonne volonté, alors qu'il fallait mettre en place un dispositif à l'échelle industrielle de dépistage. Voilà. Et puis maintenant, la question du vaccin... oui, il faut vacciner massivement, et oui, il faut vacciner massivement tout le monde et partout. J'ai une dernière question, Isabelle, qui n'a absolument rien à voir, mais je l'ai dit, tu es candidate aux élections cantonales dans le Val-de-Marne, un département qui pourrait basculer à droite, alors qu'il est géré actuellement par une majorité de gauche, dirigée par un communiste. C'est ça l'enjeu pour ton département, c'est de maintenir le département à gauche? Alors, il y a un truc, d'abord, moi, je viens des Hauts-de-Seine à l'origine, donc j'ai vécu Meudon dans les Hauts-de-Seine et Vitry dans le Val-de-Marne. Bon, comment on dit? Comment? Un léger grand écart. Voilà, une sorte de grand écart. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a toutes ces petites choses qui font que la vie elle va mieux, l'ordinateur gratuit, la place en crèche, le remboursement des transports pour les personnes âgées, pour les ados, etc. C'est quand même... Et puis c'est une autre culture. Je ne sais pas comment dire, c'est que les personnes âgées, bien sûr, il y a l'APA dans les Hauts-de-Seine ou dans le Val-de-Marne. Mais dans les Hauts-de-Seine, quasiment dans la grande générosité de l'institution, on veut bien, au prix d'efforts considérables et de réponse à des standards tapé 1, tapé 2, tapé 28, enfin avoir l'APA. Alors que la culture dans le Val-de-Marne, c'est une culture de solidarité, c'est-à-dire que les aidants sont vraiment aidés et considérés, et c'est normal que la puissance publique elle aide. Et ça, moi, ça me tient vraiment, vraiment à cœur. Et la deuxième chose qui me tient à cœur dans le Val-de-Marne, c'est que je trouve que c'est un département qui arrive à cette performance
d'être à la fois solidaire aux plus faibles et exigeant pour tous. C'est-à-dire que c'est pas, on n'est pas dans l'assistanat dans le Val-de-Marne. Chacun va mieux parce que tout le monde va mieux. On va mieux parce qu'il y a de l'emploi et du dynamisme économique, mais on va mieux parce qu'il y a des parcs, parce qu'il y a du petit commerce, parce que voilà. Ce que je veux dire, c'est ensemble on va mieux et c'est pas l'idée de l'assistanat. Et ça me plaît bien. Merci beaucoup Isabelle.